Bonjour, je m'appelle Lyria. À 2 heures du matin, j'ai ouvert ma porte et j'ai trouvé ma sœur, couverte de bleu, tremblante, un enfant dans les bras, s'effondrant contre moi. Et avant même que je puisse réaliser, mon téléphone a vibré. C'était un texto de maman, ne l'aide pas. C'est une traîtresse. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas juste un drame familial. C'était la guerre. Et ce qui s'est passé ensuite a fait trembler mes mains alors que je composais le 911. Avant de nous plonger dans l'histoire, laissez-moi vous demander, à quelle heure écoutez-vous ceci et où êtes-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Je veux savoir, si cela vous arrivait, que feriez-vous? Les coups ont commencé comme dans un mauvais rêve. Au début, j'ai cru que ça en faisait partie, quelque chose du cauchemar que j'étais en train de faire où je manquais une date limite au travail, jusqu'à ce que je réalise que le son était trop réel, trop sec. Je me suis redressé, le cœur battant à tout rompre, tendant l'oreille pour entendre à travers le silence de l'hiver. Il était presque 2 heures du matin. Personne ne frappe à votre porte à cette heure-là, sauf si c'est pour une mauvaise nouvelle ou des ennuis. J'ai traîné les pieds jusqu'à la porte, toujours dans mon vieux sweatshirt, mes pieds froids contre le parquet. Les coups ont retenti à nouveau, suivis d'une voix désespérée. « Lyria, s'il te plaît. C'est moi. Ouvre. » Cette voix. Je ne l'avais pas entendue depuis des mois, et pourtant je la reconnaîtrais entre mille. Rowana. Mes doigts ont plané au-dessus du verrou. Chaque visite de la famille à cette heure s'était mal terminée. Des années de conditionnement m'avaient appris que lorsque la famille débarquait à l'improviste, cela signifiait le chaos, et c'était généralement maman qui les envoyait. Mon pouls martelait tandis que je défaisais le verrou, et quand j'ai entrouvert la porte, l'air froid m'a giflé pour me réveiller. Rowana était là, ou plutôt, elle tenait à peine debout. Ses cheveux étaient mouillés par la neige fondante, des mèches collées à son visage, un œil presque fermé par l'enflure. Son manteau était ouvert, révélant une chemise déchirée. Elle serrait Mera, sa fille de 9 ans, qui était assise raidement dans son fauteuil roulant, agrippant quelque chose de petit et d'argenté contre sa poitrine. Cette vision m'a retourné l'estomac. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Rowana n'a pas répondu tout de suite. Ses genoux ont fléchi dès que je l'ai attrapée, et elle s'est effondrée contre moi avec un son doux et plaintif. Le fauteuil roulant de Mera a heurté le cadre de la porte, mais elle s'accrochait fermement à ce collier, un vieux médaillon en argent, un que je n'avais pas vu depuis la mort de notre grand-mère. Le visage de Mera était pâle, ses grands yeux allant partout sauf vers les miens. J'ai fait entrer le fauteuil roulant d'une main et j'ai à moitié porté Rowana de l'autre. Son corps tremblait, ses côtes bougeaient sous mon bras d'une manière qui me disait que quelque chose n'allait vraiment pas. « Ne parle pas », ai chuchoté en la guidant vers le canapé. « Tu es en sécurité maintenant. Assieds-toi. » Mais était-elle en sécurité? L'étais-je? Les questions rebondissaient dans mon crâne alors que je cherchais à tâtons des couvertures, de l'eau, n'importe quoi pour leur donner l'air moins sorti de l'enfer. C'est alors que mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. J'ai pensé à l'ignorer. Rien de bon ne sortait jamais d'une réponse à des moments comme celui-ci, mais quelque chose me disait que je devais regarder. C'était de maman. Ne l'aide pas. C'est une traîtresse. Ma main est devenue engourdie. Je l'ai relu, espérant que je lisais mal dans mon état de manque de sommeil. Mais non, chaque mot était là, glacial et délibéré. Pendant une seconde, je ne pouvais plus respirer. Ma mère, la femme qui m'a appris à dire le bénédicité avant le dîner, qui nous a inculqué que la famille passe toujours en premier, avait réduit ma sœur et sa fille à de simples fardeaux. Des traîtresses. Le faible gémissement de Rowana m'a tiré de ma torpeur. Elle était maintenant recroquevillée sur mon canapé, se tenant le côté, essayant de se faire plus petite. Mera s'est approchée d'elle en fauteuil roulant, toujours silencieuse, ses doigts enroulés autour de ce collier comme si c'était la dernière chose sûre au monde. Des années d'amour vache de la part de maman me sont revenues en mémoire. Comment elle me traitait de faible chaque fois que je montrais une émotion. Comment elle disait à Rowana qu'elle devrait être reconnaissante pour des miettes de gentillesse. Mais ça. Ce n'était pas de l'amour vache. C'était de la cruauté, brute et sans filtre. J'ai fixé le texto, ma poitrine se serrant, sachant très bien ce que défier maman signifiait. Elle avait une façon de vous faire payer. Mais en regardant Rowana, meurtrie et brisée, et Mera,
dont le petit corps avait déjà enduré plus qu'il n'aurait dû en 9 ans, il n'y avait pas de choix. Je vais te chercher une trousse de premier secours, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne me sentais. J'ai trouvé une vieille trousse médicale sous mon lavabo de salle de bain, je l'ai ramenée et j'ai fait ce que j'ai pu pour les pires coupures. Tu as besoin d'un médecin. Mera, ma chérie, ça va? Elle n'a pas répondu, se contentant de resserrer sa prise sur ce médaillon. Mes mains tremblaient quand j'ai finalement pris mon téléphone. Pas pour répondre à maman. Non, elle ne méritait pas de réponse. J'ai composé le 911. Service d'urgence de Portland. Quelle est votre urgence? Ma sœur est arrivée à mon appartement. Elle a été gravement blessée. Et je pense que c'est de la violence domestique. Ma voix s'est brisée. Je leur ai donné l'adresse, répondant à leurs questions calmes et méthodiques pendant que mon esprit hurlait que cela allait tout faire exploser. Mais cela n'avait plus d'importance. Quand j'ai raccroché, la pièce était silencieuse, à l'exception de la respiration irrégulière de Rowana. Elle a ouvert son bon œil, m'a regardé et a murmuré, « Tu ne connais pas toute l'histoire. C'est pire que tu ne le penses. » Ces mots m'ont tordu l'estomac. Mais je ne pouvais pas me préparer à ce qu'elle m'a dit ensuite. Ça a commencé il y a des mois, a chuchoté Rowana, ces mots si faibles que je les ai presque manqués. La pièce était encore sombre, la seule lumière provenant de la petite lampe près de mon canapé. Mera dormait sur un tas d'oreillers que j'avais jeté sur le tapis, serrant toujours ce vieux médaillon comme s'il la maintenait entière. Rowana était recroquevillée à l'autre bout du canapé, les bras enroulés fermement autour de son ventre comme si elle pouvait contenir tout ce qui avait été brisé. Je me suis penché en avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fixé le sol pendant ce qui m'a semblé une éternité avant de finalement parler. C'était Derek. Il était de plus en plus en colère depuis des semaines, s'emportant pour des broutilles. Mais la nuit dernière, sa voix s'est brisée, et j'ai senti mon estomac se tordre. Il a mis un couteau sous ma gorge, Lyria. Il a dit que si je ne lui donnais pas l'allocation d'invalidité de Mera, il s'assurerait que nous le regretterions toutes les deux. Je me suis figé, les mots coincés dans ma gorge. Il a fait quoi? Elle a hoché la tête, les yeux vitreux. C'était à cause de cette allocation. Il a dit que nous étions des sangsues, que nous ne faisions que le saigner à blanc. Puis elle s'est arrêtée, pressant une main sur sa côte comme si le souvenir ravivait la douleur. Il m'a donné 2 coups de pied, et quand Mera a essayé d'attraper son bras, il a poussé son fauteuil roulant si fort qu'elle a failli basculer. Il s'en fichait complètement. Mes mains se sont crispées sur la couverture sur mes genoux. Et maman? Elle a fait quelque chose? Rowana a ri, un rire creux et amer. Elle était juste là, Lyria, en train de regarder. Je pensais que peut-être. Je ne sais pas, peut-être qu'elle lui dirait d'arrêter. Mais tu sais ce qu'elle a dit? Elle nous a dit de sortir comme si nous étions des ordures qu'elle était fatiguée de regarder. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Elle a vu tout ça et elle a juste laissé faire? Elle n'a pas seulement laissé faire. Elle l'a soutenu. Elle a dit que nous l'avions bien cherché, que je devrais être reconnaissante que Derek me supporte encore. La voix de Rowana tremblait alors qu'elle continuait. C'est là que j'ai su que je ne pouvais pas rester. Je ne pouvais pas laisser Mera grandir en pensant que c'est à ça que ressemble l'amour. J'y ai repensé. Combien de fois avais-je vu maman laisser passer le comportement de Derek? Les commentaires désobligeants à Thanksgiving. La façon dont elle excusait toujours sa colère en parlant de stress. Et à chaque fois, je me taisais. Nous nous taisions toutes les deux. J'ai dégluti difficilement, sentant la honte m'envahir. Alors tu es venu ici. Rowana a hoché la tête lentement. Je me suis souvenu que ta carte de Noël avait ton adresse. Je n'avais nulle part où aller, et je savais que toi. Tu ne nous mettrais pas dehors. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine à ces mots. Non, je ne le ferai pas. Mera a bougé, sa petite voix brisant le silence. On est en sécurité ici? C'était comme un coup de poing dans le ventre. Je me suis penché et lui ai caressé les cheveux. Oui, ma chérie. Vous êtes en sécurité maintenant. J'espérais avoir l'air plus certaine que je ne l'étais. Je savais ce que je devais faire. Assise là, à écouter ma sœur raconter la pire nuit de sa vie,
pendant que notre mère regardait sans rien faire, quelque chose s'est endurci en moi. Je ne pouvais pas simplement nettoyer ces blessures et espérer que les choses se tassent. Cela devait être documenté. Rowana, ai-je dit en prenant mon téléphone. Je dois prendre des photos de tes blessures. Nous allons nous assurer que personne ne pourra nier ce qu'il a fait. Elle a hésité mais a hoché la tête. J'ai pris photo après photo, ses côtes meurtries, la coupure près de sa clavicule, l'enflure violette autour de son œil. Chaque déclic de l'appareil photo ressemblait à une mise en accusation. Puis j'ai ouvert mes messages et j'ai commencé à sauvegarder chaque texto que Derek lui avait envoyé, des menaces, des insultes, des choses que je n'aurais pas cru si je ne les avais pas sous les yeux. Je veux que tu me dises tout, ai-je dit doucement, en ouvrant mon enregistreur vocal. Chaque détail sur la nuit dernière et sur ce qui s'est passé avant. C'est important. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle a de nouveau hoché la tête. Sa voix était basse et tremblante alors qu'elle racontait la nuit en entier, depuis la dispute pour l'allocation jusqu'au moment où elle est sortie en titubant dans l'air glacial avec Mera. Quand elle a terminé, je lui ai serré la main. Nous en aurons besoin le moment venu. Tu n'es plus seul là-dedans. Rowana s'est penchée en arrière, épuisée, mais son regard s'est assombri. Et ce n'est pas le pire. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a jeté un coup d'œil vers Mera, puis de nouveau vers moi. Ils prennent son argent depuis des mois. Chaque allocation d'invalidité. Maman et Derek se la partagent comme si c'était la leur. Ces mots ont été comme un autre coup de couteau dans ma poitrine. Et je savais que je devais découvrir où cet argent était passé. J'ai ouvert mon ordinateur portable, déterminé à tracer chaque centime, mes doigts froids contre le clavier alors que je sortais la machine de sa veille. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du chauffage et du craquement occasionnel des tuyaux. Rowana était assise en face de moi à la table de la cuisine, les mains jointes, les yeux rouges mais secs maintenant. Elle avait dit tout ce qu'elle pouvait pour une nuit, et je sentais le poids de son épuisement peser sur la pièce. Mera était assise au bout de la table, dessinant quelque chose sur un bloc-notes avec un crayon émoussé, son collier pendant toujours entre ses petits doigts. J'ai pris une profonde inspiration. D'accord, ai-je dit, plus à moi-même qu'à elle. Voyons ce que nous pouvons trouver. Rowana m'a donné ses informations de connexion, sa voix basse et presque désolée, comme si sa propre souffrance exigeait des excuses. J'ai secoué la tête à cette pensée et j'ai commencé à taper, affichant d'abord ses services bancaires en ligne. Mon cerveau est passé dans son ancien mode familier, le même que j'utilisais au travail pour déboguer un enchevêtrement de code, et je me sentais plus en sécurité, me concentrant sur les chiffres et les données plutôt que sur les visages et les bleus. Tu te souviens quand la première allocation a disparu? Ai-je demandé. Elle a froncé les sourcils. Il y a environ 8 mois. C'est à ce moment-là que Derek a commencé à s'occuper du courrier. Il disait que c'était pour l'organisation. J'ai cliqué sur ses relevés. C'était là, le premier dépôt manquant, remplacé par un virement sortant le même jour. Mon estomac s'est noué en traçant le numéro de routage. Ça ne restait même pas sur ton compte, ai-je marmonné. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils l'ont détourné. Ma voix semblait plate, détachée, mais à l'intérieur, je bouillais. Directement sur un compte joint. Le nom de maman y figure, et celui de Derek. Rowana a fermé les yeux. Je le savais. Mes mains bougeaient plus vite maintenant, faisant des captures d'écran de chaque relevé, de chaque transaction. Le schéma était trop clair. Mois après mois, les allocations d'invalidité de Mera de l'argent destiné à soutenir une petite fille avec de vrais besoins étaient siphonnées. Et pourquoi? J'ai fait défiler plus loin et j'ai failli laisser tomber la souris. C'est une blague. Rowana se pencha en avant. Qu'est-ce que c'est? Des croisières. Ils ont fait un voyage d'une semaine aux Bahamas en juin. Regarde. J'ai tourné l'écran vers elle, pointant les frais. Et ici, rénovation domiciliaire, 5 000 $. Ont-ils rénové quelque chose? Elle eut un rire court et sans humour. Non. C'est à ce moment-là qu'ils ont acheté ce jacuzzi ridicule que Derek voulait. J'ai senti une bouffée de chaleur me monter au cou. Le dessin silencieux de Mera dans le coin a attiré mon attention, ses petits doigts tripotant toujours son médaillon alors qu'elle dessinait des fleurs tordues. Ce médaillon était probablement la seule chose qui lui appartenait vraiment. Et eux,
Il sirotait des cocktails aux Bahamas avec son argent. Ils ont utilisé ses allocations, ai-je dit, la voix tremblante, pour financer leurs vacances, leur luxe, tout ça pendant que vous viviez comme ça. Rowana n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Puis elle a pris une profonde inspiration comme si elle avait retenu quelque chose. Il y a pire. Je l'ai regardé brusquement. Que pouvait-il y avoir de pire? Elle a hésité, puis a dit, avant de partir, j'ai trouvé des papiers que Derek cachait dans son bureau. Ce n'était pas encore terminé, mais c'était pour la garde. Il essaie de me faire déclarer inapte. Il veut Mera, la garde exclusive. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Inapte? C'est lui qui te menace avec un couteau. C'est pour ça que je me suis enfui, a-t-elle chuchoté. Une fois qu'il aura Mera, les allocations iront directement à lui. Et maman. Elle ne le combattra pas là-dessus. Elle le soutiendra comme elle le fait toujours. Mon esprit s'est emballé. Il ne faisait pas que voler. Il mettait en place un piège permanent. Priver Rowana de ses droits, prendre Mera, et s'assurer l'argent pour eux-mêmes. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, fixant l'écran de l'ordinateur portable, ne voyant plus que du bruit blanc pendant un moment. Des années à aider, à envoyer de l'argent pour les urgences, tout a défilé dans mon esprit. J'avais été leur filet de sécurité, leur banquière. Et Mera. Elle n'était rien de plus qu'un gagne-pain pour eux. Tu étais leur banque, Rowana, ai-je dit à voix basse, et Mera. Mera était leur gagne-pain. Elle n'a pas contesté. Elle n'a même pas bronché. Elle a juste hoché la tête comme si elle l'avait toujours su mais avait besoin que je le dise à voix haute. C'est là que l'engourdissement s'est dissipé. J'ai commencé à tout sauvegarder, capture d'écran des relevés, copie des transactions, tout ce qui pouvait devenir une preuve. J'ai créé une chronologie, documentant les dates, les montants et les voyages qu'ils avaient faits. J'ai tout organisé dans des dossiers. Ils ne prendront plus un centime, ai-je dit finalement, ma voix stable maintenant. Ni Mera. Pour la première fois, Rowana m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Juste au moment où je fermais mon ordinateur portable, mon téléphone a vibré sur la table. Un nouveau message vocal. J'ai regardé l'écran. Maman. Je l'ai fixé un instant, mes doigts hésitants. C'est d'elle. Le visage de Rowana est devenu blême. J'ai appuyé sur lecture, et la voix de ma mère était plus froide que je ne l'avais jamais entendue et bien plus dangereuse. Si tu me mets encore dans l'embarras, je vous ferai disparaître toutes les deux. La voix de ma mère s'est échappée du message vocal comme de la fumée, froide et délibérée. J'ai serré le téléphone plus fort, mes jointures blanchissant tandis que je repassais ces mots dans ma tête. Chaque phrase tombait comme une gifle, calculée et acérée. Tu crois que tu peux m'humilier? Je peux passer un coup de fil et les services sociaux prendront cet enfant. Tu m'entends? Un seul coup de fil. Je connais des gens. Ne me cherche pas. Je suis resté figé à la table de la cuisine, le téléphone toujours collé à mon oreille même après la fin du message vocal. Ma propre respiration me semblait trop forte, déplacée dans le calme de la pièce. Rowana était perché sur le bord de sa chaise, son corps rigide, son visage vide de cette façon que les gens ont quand ils essaient de ne pas s'effondrer. Mera continuait de dessiner à table, fredonnant faiblement pour elle-même, trop jeune pour comprendre tout le poids de la menace, mais pas assez pour ne pas sentir la tension qui emplissait l'air comme de l'électricité statique. Elle le pense vraiment, a finalement chuchoté Rowana, la voix brisée. Elle l'a déjà fait. Elle a déjà passé ce coup de fil. Je me suis tourné vers elle. De quoi tu parles? Rowana a cligné des yeux, et les larmes sont venues d'un seul coup, débordant alors qu'elle enfouissait son visage dans ses mains. Il y a des années, a-t-elle étranglé, quand j'ai essayé de quitter Derek la première fois. Elle m'a dit que si je continuais à jacasser, elle ferait placer Mera ailleurs. Elle a dit que je ne savais pas m'occuper de ma propre fille et que je perdrais tout si je ne commençais pas à bien me comporter. J'ai senti ma poitrine se serrer, une colère montant si vite que j'ai cru que j'allais m'étouffer avec. Il ne suffisait pas que ma mère prenne parti. Elle devait manier le pouvoir comme une arme, transformant ses relations en menaces. Soudain, chaque remarque condescendante, chaque « je sais ce qui est le mieux » qu'elle m'avait jamais jeté au visage a pris tout son sens. Elle ne protégeait pas sa famille.
Elle protégeait son image, même si cela signifiait nous détruire pour y parvenir. Je me suis assise, le téléphone toujours à la main, mes pensées s'emballant. J'avais passé toute ma vie à suivre ses règles, à faire profil bas, à éviter les conflits, à ravaler chaque mot amer parce que c'était plus facile que de se battre. Mais ça, c'était différent. C'était elle, utilisant son influence pour terroriser ses propres filles et un enfant. Les sanglots de Rowana emplissaient la pièce, un son guttural et brut. Je voulais la réconforter, mais je devais aussi réfléchir, faire quelque chose avant que cette spirale ne s'aggrave. Elle ne peut pas s'en tirer comme ça, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne l'étais. Rowana a levé les yeux, son visage rouge et strié de larmes. Qu'est-ce que tu vas faire? On ne peut pas se battre contre elle. Elle a des gens. Elle sait comment faire disparaître les choses. J'ai ouvert l'enregistreur de mon téléphone, j'ai appuyé sur lecture sur le message vocal et j'ai tout enregistré. Puis je me le suis envoyé par courriel, je l'ai sauvegardé sur un stockage en ligne et je l'ai copié sur mon ordinateur portable. Elle veut la guerre, ai-je dit doucement. Très bien. Nous nous battrons sur papier, officiellement, là où elle ne peut pas déformer l'histoire. Rowana m'a regardé comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Je n'arrivais pas non plus à y croire entièrement, mais quelque chose en moi s'était brisé. Je ne réagissais plus seulement. Je me préparais. Du coin de l'œil, j'ai vu Mera qui m'observait. Elle a tiré sur le fermoir de son collier, puis l'a retiré de son cou et me l'a tendu. Garde-le en sécurité, a-t-elle dit doucement. Juste au cas où. Si je dois partir. La pièce est tombée dans le silence. J'ai pris le collier de sa petite main et j'en ai senti le poids. Pas seulement le métal, mais la peur de ce que ces mots signifiaient. Ce n'était plus un simple bijou. C'était sa façon de dire qu'elle avait peur d'être enlevée. Je voulais lui dire que ça n'arriverait pas, qu'elle était en sécurité ici, mais les mots semblaient trop fragiles face à la réalité. J'ai posé le collier sur la table à côté de mon téléphone et j'ai pris une profonde inspiration. Personne ne t'emmènera nulle part, ai-je dit fermement, plus pour moi que pour Mera. Le moment s'est étiré jusqu'à ce qu'il soit brisé par un coup à la porte. Un coup ferme et délibéré qui m'a traversé d'un frisson. Je me suis levé lentement, traversant la pièce jusqu'à la porte, le cœur battant dans ma poitrine. En regardant par le Judas, je me suis figé. Derek. Il se tenait là, habillé proprement, un bouquet de fleurs à la main et un sourire plaqué sur le visage comme si rien de tout cela ne s'était produit. Mais ses yeux. Ses yeux me disaient qu'il n'était pas là pour la paix. Il a brandi le bouquet comme une sorte d'offrande, le plastique bon marché crissant dans sa main, mais le regard dans ses yeux me disait tout. Ce n'était pas des excuses. C'était du théâtre. Lyria, dit-il, étirant mon nom comme si nous étions de vieux amis, comme s'il n'avait pas jeté ma sœur et ma nièce dans la neige quelques nuits auparavant. Je veux juste ramener mes filles à la maison. Ne rendons pas les choses compliquées. Son ton était sirupeux, le genre de douceur qui vous reste dans la gorge jusqu'à ce que vous vous étouffiez. J'ai gardé la porte coincée avec mon pied, ouverte juste assez pour le voir lui et rien de plus. L'air froid du matin me mordait le visage, mais je n'ai pas bougé. Elles ne vont nulle part avec toi. Ma voix est sortie plus calme que je ne l'avais prévu. Derrière moi, je pouvais sentir Rowana sur le canapé, serrant un des coussins comme s'il pouvait la protéger. Mera est restée à la table de la cuisine, ses petites mains continuant de faire bouger son crayon sur le papier, mais je savais qu'elle écoutait. Les enfants savent toujours quand quelque chose ne va pas. Derek a eu un petit rire, secouant la tête comme si je faisais du drame. Lyria, tu n'as pas d'enfant. Tu ne comprendrais pas. Rowana. Elle n'est pas bien en ce moment. Elle a besoin d'aide. Et Mera. Il a fait un geste vers l'appartement comme si c'était son droit de pointer du doigt dans ma maison. Mera a besoin de stabilité. Nous pouvons lui donner ça. Ma mère peut lui donner ça. J'ai suivi son regard au-delà de lui jusqu'à la voiture garée au bord du trottoir. Marjorie était assise sur le siège passager, des lunettes de soleil malgré le ciel nuageux. Elle n'a même pas fait semblant de détourner le regard quand je l'ai surprise en train de me fixer. Bien sûr, elle l'avait envoyé faire son sale travail. Tu es incroyable, ai-je dit, ma voix toujours égale. Tu les as jetés dehors, et maintenant tu veux que je croie que tu es ici pour leur bien-être. Son expression a changé, à peine,
mais suffisamment. Il s'est léché les lèvres et s'est penché plus près. Soyons réalistes. Rowena est instable. Tu le sais. Ça fait des années que je ramasse les morceaux. Elle a de la chance que je n'ai pas déjà appelé la police. La police? Ai-je répété. C'est ça. Sa fausse sollicitude s'est durcie pour devenir quelque chose de plus tranchant. Elle a emmené Mera sans permission. Je suis toujours sur ce bail, Lyria. Tu sais ce que ça veut dire? Je peux entrer dans cet appartement quand je veux. Ou je peux appeler les flics et dire que tu héberges une enfant en fugue. Ça va donner quoi pour toi avec ton job chic dans la tech? Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. L'audace de le voir se tenir là, me menaçant tout en tenant un bouquet comme si c'était une scène de film Hallmark, me donnait la chair de poule. J'ai remarqué que sa main a légèrement tressailli alors qu'il changeait les fleurs de bras. C'était tout Derek, toujours en représentation. Gentleman à l'extérieur, monstre à huis clos. Je n'ai pas reculé. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai appuyé sur enregistrer et je l'ai tenu entre nous. Répète ça, lui ai-je dit. Dis-le clairement pour la caméra. Comment tu as jeté Rowena et Mera dehors dans le froid? Comment tu as pris les allocations d'invalidité de Mera? Dis-le bien clairement. Sa mâchoire s'est crispée, et pour la première fois depuis que j'avais ouvert la porte, le masque s'est fissuré. Sa voix est tombée, basse mais venimeuse. Tu as toujours cru que tu valais mieux que nous. J'ai incliné la tête, sans sourciller. Non, j'ai juste refusé d'être comme vous. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait bondir, mais au lieu de ça, il a reculé. Le sourire narquois est revenu sur son visage aussi vite qu'il était tombé. Tu crois que c'est fini? A-t-il ricané, mais ça sonnait creux. Ce n'est pas fini, Lyria. Loin de là. Il s'est retourné, retournant à la voiture avec une démarche arrogante qui ne correspondait pas à la façon dont ses épaules se raidissaient. Marjorie n'a pas bougé quand il s'est glissé à côté d'elle, bien que j'aurais pu jurer que ses jointures se sont crispées sur son sac à main. Je les ai regardés s'éloigner, mon pouls battant dans mes oreilles, sachant que ce n'était pas la dernière fois que je les verrais. Quand j'ai finalement fermé la porte, je me suis appuyé contre elle, sentant le poids de mon propre rythme cardiaque dans ma poitrine. Ils vont essayer de me la prendre, a dit Rowena depuis le canapé, sa voix à peine audible. Je le sais. Je ne me suis pas retourné pour la regarder parce que je ne voulais pas qu'elle voie mon visage. Elle avait raison. Et je ne pouvais pas lui dire à quel point ça me terrifiait aussi. J'ai fixé l'enveloppe comme si elle pouvait me brûler si je la touchais. Épaisse, officielle, estampillée en rouge. Urgent. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant, sortant une pile de papier qui semblait plus lourd qu'il ne l'était. Une assignation à comparaître. Une audience de garde d'urgence. Pendant un instant, mon cerveau n'a pas pu traiter les mots. Ils se sont brouillés. Négligence. Instabilité émotionnelle. Environnement dangereux. Il ne s'agissait plus seulement de Rowena. Mon nom y figurait aussi. Il m'accusait d'héberger Mera, de la soustraire à son tuteur légal. Rowena était assise en face de moi, les genoux ramenés contre sa poitrine comme une enfant, son visage aussi pâle que le papier dans mes mains. Ils vont la prendre, a-t-elle chuchoté. Sa voix se brisait à chaque mot. Ils vont prendre mon bébé. J'ai essayé de parler, mais tout ce qui est sorti était un son rauque. Non, ils ne le feront pas. Elle m'a arraché les papiers des mains et les a parcourus. Quand elle a atteint la dernière page, elle a poussé un son que je n'oublierai jamais. Pas un sanglot, pas un cri, mais quelque chose entre les deux. Ils m'ont qualifié d'inapte, Lyria. Inapte. Comme si j'étais un monstre qui n'aime pas sa propre fille. Ses mains tremblaient si fort qu'elle a laissé tomber les papiers sur la table basse. Mera n'a pas levé les yeux de là où elle était assise par terre, dessinant avec une concentration silencieuse. Elle dessinait une maison avec une grande fenêtre et un arbre dans le jardin. Je me suis demandé si c'était à ça que ressemblait la sécurité pour elle, un endroit qu'elle n'avait jamais eu. Rowena a enfoui son visage dans ses mains. Ils gagnent toujours. Ils ont fait ça avant avec Ethan. Tu te souviens d'Ethan, n'est-ce pas? Sa voix est devenue douce, presque désolée, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit de l'évoquer. Je n'avais pas entendu ce nom depuis des années. Ethan,
son premier enfant. Elle en avait perdu la garde alors qu'elle avait à peine 20 ans. Et Derek et maman avaient présenté cela comme les mauvais choix de Rowena. J'avais l'habitude de les croire. Ils ne vont pas gagner cette fois, ai-je dit, plus pour me convaincre que pour la convaincre. Elle a secoué la tête. Tu ne les connais pas comme moi. Ils trouveront un moyen. Ils me feront passer pour une folle, et ils te feront passer pour une complice. Ils connaissent des gens dans le système. Maman en parle depuis des années. Des relations, comme elle les appelle. Ces mots me rongeaient de l'intérieur, mais je me suis forcé à rester stable. Je ne pouvais pas me permettre de paniquer. Fini de réagir comme ils le veulent, ai-je dit lentement. Fini les scènes de cris. Nous nous battons intelligemment. Nous nous battons sur papier. C'est là qu'ils ne peuvent pas déformer la vérité. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable, rassemblant tout ce que nous avions. Des captures d'écran des textos de Marjorie, le message vocal où elle menaçait de nous faire disparaître, des photos des bleus de Rowena, des relevés bancaires montrant où étaient allées les allocations d'invalidité de Mera. Chaque fichier a été placé sur un disque sécurisé et sur un disque dur externe que je gardais dans mon sac de travail. Le lendemain matin, j'ai appelé tous les groupes de défense des femmes de Portland que j'ai pu trouver. Après des heures de mise en attente et de messages laissés, l'un d'eux a finalement rappelé. Ils nous ont mis en contact avec Diane, une avocate spécialisée en droit de la famille qui s'occupait de cas d'abus et de garde pro bono. Nous l'avons rencontrée 2 jours plus tard dans un minuscule bureau qui sentait légèrement le café et le nettoyant au citron. Diane avait la cinquantaine, des yeux perçants et une voix qui vous donnait l'impression qu'elle pouvait affronter le monde et gagner. J'ai vu des cas pires que le vôtre, a-t-elle dit après avoir tout entendu. Et je les ai gagnés. Rowena l'a regardée comme si elle était une bouée de sauvetage jetée en haute mer. Pensez-vous vraiment que nous avons une chance? Diane a hoché la tête. Oui, mais vous devez suivre mes instructions. Pas de crise de colère au tribunal, pas de spirales émotionnelles. Vous vous présentez comme calme, cohérente et concentrée sur le meilleur intérêt de Mera. Ils veulent vous peindre comme instable. Nous ne leur donnerons pas cette satisfaction. Je l'ai tout de suite aimée. Elle n'a rien enjolivé, mais elle a rendu l'impossible faisable. Au cours des jours suivants, nous avons construit notre dossier. Diane nous a guidés à travers tout, comment organiser les preuves, comment répondre aux questions sans laisser nos émotions prendre le dessus, comment survivre à l'assassinat de notre réputation que nous savions imminent. Lors de notre dernière réunion de préparation avant l'audience, Diane a fermé son cahier et nous a regardés toutes les deux dans les yeux. Ils vont vous attaquer durement, surtout votre mère, a-t-elle prévenu. Vous devez être prête à tout. Rowena a dégluti difficilement. Je ne sais pas si je peux l'affronter. Vous le pouvez, a simplement dit Diane. Parce que vous ne vous battez pas contre elle. Vous vous battez pour Mera. Ces mots se sont logés dans ma poitrine. Cette nuit-là, après que Rowena et Mera se soient couchés, je me suis assise seule dans le salon, fixant la pile de documents et de preuves que nous avions rassemblés. Mes mains ont plané au-dessus des dossiers, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas seulement de la peur ou de la colère. C'était de la résolution. Ils avaient utilisé la paperasse et les relations pour nous détruire auparavant. Cette fois, nous allions utiliser les mêmes outils pour riposter. Elle a souri doucement au juge comme si elle n'avait pas laissé sa fille meurtrie saigner dans la neige. C'est ce qui m'a frappé en premier, l'audace. Marjorie est entrée dans cette salle d'audience comme si elle était là pour recevoir un prix. Perles parfaitement alignées, tailleur pastel doux, cheveux bouclés dans un style qui disait paroissienne qui apporte des biscuits aux voisins. J'ai failli rire. Presque. La salle d'audience était aussi froide et silencieuse qu'un musée. Chaque son le grattement d'une chaise, le léger bruissement de papier résonnait. Mera était assise à l'arrière avec une travailleuse sociale, serrant son collier si fort que je pouvais voir la chaîne d'argent s'enfoncer dans ses doigts. Rowena était assise à côté de moi, tremblant malgré les conseils de Diane. Restez calme. Ne les laissez pas vous déstabiliser, avait répété Diane pendant 2 semaines. Marjorie et Derek prirent place de l'autre côté comme s'ils étaient chez eux. Derek, dans son costume impeccable, tout en fausse solennité, sa main posée sur celle de Marjorie comme s'ils étaient des saints en deuil. Puis ça a commencé. L'avocat de Marjorie l'a appelé à la barre,
et elle y est montée comme si elle donnait un témoignage à la messe du dimanche. Je suis ici parce que je suis profondément préoccupé par le bien-être de ma petite fille, a-t-elle commencé, la voix stable, chaleureuse, presque maternelle. Il a été déchirant d'être témoin de cette situation. Ma fille, Rowana, a des difficultés émotionnelles depuis un certain temps, et Lyria, elle m'a jeté un regard si sain que j'ai eu envie de jeter quelque chose, bien que bien intentionné, a été manipulé pour soutenir cette instabilité. Mon seul objectif est de m'assurer que Mera est un environnement suréaimant. J'ai agrippé le bord de ma chaise si fort que mes jointures me faisaient mal. Elle a continué, chaque mot soigneusement conçu pour piquer. Rowana n'était pas fiable. Mera avait été placée dans des situations dangereuses. Et moi, j'interférais, j'encourageais les mauvaises décisions et j'aggravais les tensions au sein de la famille. Elle se peignait en martyr. Derek hochait la tête, son visage un masque de préoccupation. Si je n'avais pas su la vérité, je les aurais peut-être crus. Le tour de Rowana est venu, et elle s'est figée. Même avec les conseils de Diane, je l'ai vue s'effondrer en temps réel. Sa voix s'est brisée. Ses mains tremblaient. Elle a essayé de répondre aux questions, mais l'avocat de Marjorie a insisté, transformant chaque lapsus en preuve de son incompétence. Rowana avait l'air de vouloir que le sol l'avale. J'avais envie de crier, de me lever et de hurler que Marjorie était une menteuse, que Derek était un escroc manipulateur. Mais Diane m'avait prévenu. Les explosions émotionnelles ne faisaient que les aider. Quand ce fut notre tour, Diane se leva, calme comme un chirurgien sur le point de faire une incision. Madame Clark, commença-t-elle, son ton poli mais sec. Vous avez longuement parlé de votre profonde préoccupation pour Mera. Dites-moi, menacer de faire disparaître votre fille et votre petite-fille fait-il partie de cette préoccupation? Marjorie cligna des yeux, confuse pendant une demi-seconde. Pardon? Diane ne broncha pas. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Elle fit un signe de tête au greffier, et soudain la salle d'audience se remplit de la voix de Marjorie. Ce message vocal venimeux. Si tu me mets encore dans l'embarras, je vous ferai disparaître toutes les deux. Je peux prendre Mera avec un seul coup de fil. L'atmosphère a changé. L'expression du juge s'est durcie. Le masque de la grand-mère douce et pieuse s'est fissuré. Marjorie a bégayé, essayant d'expliquer, mais il n'y avait aucune explication possible pour cet enregistrement. Derek s'est penché vers elle, chuchotant quelque chose entre ses dents serrées. Quelle que fût leur alliance, elle se désagrégeait en temps réel. Diane laissa le silence faire son travail. Pas d'autres questions, dit-elle, la voix froide. Le juge baissa les yeux sur les papiers devant lui, puis leva les yeux vers nous tous. Ce tribunal délibéra et rendra une décision de garde provisoire, dit-il. D'ici là, Mera reste avec sa mère. Rowana me serra la main sous la table, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Le doux sourire de Marjorie disparut dès que le marteau tomba, et je savais qu'elle n'avait pas fini de se battre. Et cette nuit-là, Marjorie appela, non pas pour s'excuser, mais pour promettre qu'elle me détruirait pour l'avoir humiliée. J'étais assise à la table de la cuisine, encore dans mes vêtements de travail, fixant la pile de papier que Diane nous avait donnée. Rowana s'était enfin endormie sur le canapé, Mera blottie contre elle comme un chaton, sa petite main serrant toujours ce collier d'argent. Pour la première fois depuis des semaines, l'appartement semblait calme. Et puis mon téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai immédiatement reconnu la voix. Tu crois que tu as gagné? La voix de Marjorie est arrivée, sèche et dégoulinante de venin. Tu crois que m'humilier devant ce juge te rend forte? Tu ne sais rien de la victoire. Je m'assurerai que tu perdes tout. Ton travail, ta petite réputation, et cet enfant. Elle ne sera jamais à toi pour la protéger. Sa place est avec sa famille. Sa vraie famille. Je n'ai rien dit au début. Je l'ai laissé parler. Ce n'était pas la première fois que j'entendais ma mère me menacer, mais ce n'était pas l'agressivité passive du « tu le regretteras un jour » avec lequel j'avais grandi. C'était quelque chose de plus sombre, de délibéré. Tu as fini? Ai-je finalement dit. Ma voix m'a surprise. Calme, stable. Elle a ri, un petit rire amer qui n'appartenait pas à la dame en tailleur pastel qui était assise dans cette salle d'audience plus tôt. Oh, ma chérie, je ne fais que commencer.
J'ai déjà parlé à des gens les services sociaux, des gens de ton entreprise. Tu crois qu'ils te garderont quand ils sauront que tu héberges un enfant kidnappé? Tu crois que ta petite carrière de luxe signifie quelque chose quand je déciderai de la démolir? Tu me menaces, ai-je dit, toujours d'un ton plat. Je te le promets, a-t-elle sifflé. Tu as retourné Mera contre sa famille. Tu as retourné ma propre fille contre moi. Mais je peux arranger ça. Un coup de fil. C'est tout ce qu'il faut. Pendant une fraction de seconde, ma poitrine s'est serrée. Pas pour moi, mais pour Mera, pour Rowana, endormie et épuisée dans l'autre pièce. Il ne s'agissait plus de garde. Il ne s'agissait plus de savoir qui pouvait jouer la meilleure grand-mère au tribunal. Il s'agissait de pouvoir. Ma mère voulait me briser, me faire ramper pour reprendre le rôle que j'avais joué toute ma vie, celle qui se tait et ne se bat pas. Mais quelque chose en moi avait changé ces dernières semaines. Je me suis levé, marchant lentement vers la fenêtre, fixant mon propre reflet dans la vitre sombre. Tu sais, ai-je dit, j'avais peur de toi toutes ces années. Je pensais que si je me taisais, tu arrêterais de me faire du mal, de nous faire du mal. Mais tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes jamais. Fais attention à ce que tu dis, a-t-elle lâché, cette voix posée se désagrégeant. Non, ai-je dit, mon ton plus sec maintenant. C'est toi qui devrais faire attention. Il y eut un silence de sa part pendant un moment, cette pause stupéfaite de quelqu'un qui réalise que le scénario ne se déroule pas comme prévu. Tu aimes menacer les gens? Bien, parce que maintenant tu vas aussi menacer la police. Sa voix a vacillé. De quoi tu parles? Je parle de la plainte officielle que j'ai déposée il y a 2 jours. Celle qui est allée au bureau du procureur de l'État. Celle avec chaque capture d'écran de ses allocations d'invalidité volées. Chaque rapport médical. Et ma partie préférée, ce petit message vocal que tu as laissé. Tu sais, celui où tu disais que tu pouvais nous faire disparaître. Ils ont adoré entendre ça. Tu n'oserais pas. Oh, si. Sa respiration a changé. Courte, superficielle. Elle craquait. Tu peux appeler qui tu veux, maman, ai-je dit, laissant ce mot peser lourdement. Mais souviens-toi juste que, quand tu me menaceras à nouveau, tu ne me parles plus seulement à moi. La police écoute maintenant, aussi. Tu n'oserais pas ruiner ta famille comme ça, a-t-elle balbutié. Tu l'as déjà fait, ai-je dit. Et puis j'ai raccroché. Le silence qui a suivi était assourdissant, mais c'était le genre de silence qui donnait l'impression de retrouver l'air après avoir étouffé pendant des années. Je suis retourné à la table de la cuisine et je me suis assise, mes mains enfin stables. Rowana a bougé, se réveillant juste assez pour chuchoter, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Rien dont tu dois t'inquiéter, ai-je dit doucement. Repose-toi. Nous sommes en sécurité ce soir. Mon téléphone a de nouveau vibré, mais cette fois c'était Diane. Je viens de raccrocher avec l'enquêtrice. Elle a dit qu'ils ont ouvert une enquête criminelle sur votre mère et Derek. Vol, fraude, mise en danger d'enfants. C'est plus grand que la garde maintenant. J'ai fermé les yeux, laissant le poids de ces mots s'installer. Plus grand que la garde. Plus grand que. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que nous pourrions vraiment gagner. Mais je savais que cela aurait un coût. 3 mois plus tard, nous étions assises dans la même salle d'audience. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement de garde. Il s'agissait de justice. Revenir dans cette pièce, c'était comme entrer dans un souvenir, mais tout avait changé. Le bois poli brillait toujours. L'air sentait encore légèrement le désinfectant et le café. Mais je n'étais plus la même femme qui s'était assise là, tremblante, il y a des mois. Je sentais le poids de ce qui m'attendait, oui, mais je me sentais aussi ancré. Rowana était assise à côté de moi, ses cheveux soigneusement brossés, son visage n'étant plus creusé par des semaines de peur. Même Mera semblait plus légère, assise tranquillement avec la travailleuse sociale, dessinant de petites formes en boucle dans son cahier. Et puis ils sont entrés. Marjorie est entrée la première. Fini les perles et les tailleurs pastels. Ses cheveux semblaient négligés, et la poudre sur son visage ne pouvait cacher les rides profondes creusées par le stress. Derek a suivi, la mâchoire serrée, son costume coûteux ne parvenant guère à masquer son air acculé. Ils n'ont pas jeté un regard dans notre direction, mais j'ai vu Marjorie lui marmonner quelque chose de sec,
et il a secoué l'épaule pour s'éloigner. Quelle que fût leur alliance, elle était en train de se défaire. Diane se pencha vers nous, sa voix un murmure calme. Aujourd'hui, on termine ça. Quand le juge est entré, la salle s'est tue. Cette audience concerne à la fois l'affaire de garde en cours et les poursuites pénales liées à l'exploitation financière et à la mise en danger d'enfants, a-t-il dit. Son ton était sec, délibéré. Diane se leva, sa posture parfaitement droite, et commença à présenter les preuves. Elle n'a pas embelli les faits. Elle n'en avait pas besoin. Chaque capture d'écran, chaque relevé bancaire, chaque document médical peignait le tableau pour nous. Des mois d'allocation d'invalidité de Mera siphonnés sur le compte de Marjorie et Derek. Des séjours au spa, des croisières, des réparations domiciliaires qui n'ont jamais été faites. La voix de Diane n'a pas vacillé alors qu'elle repassait le message vocal, la voix de ma mère sifflant des menaces comme si elle n'avait pas passé des décennies à prétendre être la sainte matriarche. Le procureur a ajouté sa propre déclaration confirmant les conclusions de l'audit financier. Les fonds destinés aux soins de Mera ont été détournés pour des luxes personnels, a-t-il déclaré platement. Ce tribunal doit aborder non seulement la garde, mais aussi la restitution et la responsabilité pénale. Marjorie a alors tenté de prendre la parole, la voix brisée. C'est sorti de son contexte. La main du juge s'est levée brusquement. Madame Howard, vous resterez silencieuse à moins qu'on ne s'adresse directement à vous. Ce tribunal ne tolérera ni intimidation ni fraude. Comprenez-vous? Elle a dégluti difficilement et a hoché la tête, son sang-froid s'effritant davantage. Et puis Derek a craqué. C'était son idée, a-t-il lâché en pointant Marjorie. Elle m'a dit que c'était légal. Elle a dit que personne ne remarquerait. Monsieur Howard, a dit le juge sèchement. Assez. Les voir se retourner l'un contre l'autre en public aurait dû être satisfaisant. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue. Fatigué des années qu'ils ont volées à ma sœur. Fatigué de la peur qu'ils ont instillée à Mera. Mais sous cet épuisement, une flamme silencieuse de justification brûlait. Le juge a feuilleté les papiers devant lui, puis les a posés avec finalité. Le tribunal trouve des preuves substantielles d'exploitation financière et d'abus émotionnels, a-t-il déclaré. À compter de maintenant, la garde exclusive de Mera Howard est accordée à sa mère, Rowena Howard. Monsieur Derek Howard est déchu de tous ses droits parentaux. Madame Marjorie Howard n'est autorisée qu'à des visites supervisées à la discrétion des services de l'enfance. De plus, la restitution des fonds volés, y compris les intérêts, est ordonnée, et des poursuites pénales pour fraude et mise en danger d'enfants seront engagées. La main de Rowena s'est portée à sa bouche alors que les larmes débordaient. J'ai attrapé sa main, la serrant fort. Pour la première fois depuis des années, je l'ai vue expirer comme si elle pouvait enfin respirer à nouveau. Mera a levé les yeux de son dessin quand la travailleuse sociale lui a dit qu'elle rentrerait à la maison avec sa mère. Elle a souri, et pendant un instant, tout le bruit de la salle d'audience s'est estompé. Alors que nous rangions nos affaires, Mera s'est approchée en titubant et a pressé son petit collier d'argent dans ma main. « Tu m'as protégé », a-t-elle dit simplement. Je ne pouvais pas parler. Je me suis juste agenouillé et je l'ai serrée dans mes bras, la tenant comme si je n'allais jamais la laisser partir. Dehors, devant le palais de justice, l'air semblait différent, vif, presque pur. Rowena se tenait à côté de moi, Mera perchée sur sa hanche. Et pour la première fois depuis longtemps, nous ne regardions pas par-dessus notre épaule. La justice ne ressemble pas à de la joie. Elle ressemble à de la sécurité. Elle ressemble à une petite fille qui rit sans crainte. Alors que nous nous éloignions de ce bâtiment, j'ai pensé à toutes les années que nous avions passées à essayer de leur survivre. Les gens qui étaient censés nous aimer. Ils nous ont brisés, mais ils nous ont aussi appris ce qu'est vraiment la force. Et nous ne reviendrons jamais en arrière.